Une grande partie du sol a disparu de la surface de ce site, ce qui a mis à nu les racines des arbres, mais aussi des artefacts. Voici une pointe de lance faite de quartz, il me semble. Il y a une légère fente ou de petites encoches sur la pointe, créées par l'enlèvement d'éclats, ici, pour obtenir la forme générale. Une taille minutieuse afin de produire les encoches. Le 4 septembre 2004, jour d'une importante découverte en Nouvelle-Écosse. Les archéologues Bruce Stewart et Mike Saunders découvrent la preuve d'un établissement vieux de 6000 ans. Une simple pointe de lance en quartz utilisée par les Mi'kmaq pour pêcher dans la rivière Mersey. Cette pointe de lance et plus de 20 000 autres artefacts qu'ils ont découverts sur le lit de la rivière constituent le chaînon manquant avec le passé lointain de la Nouvelle-Écosse. Pour les Mi'kmaq, la tonne d'artefacts découverts dans la boue de la rivière Mersey est la preuve matérielle de leur histoire orale. Ces artefacts révèlent bien des choses sur cet important cours d'eau et sur le mode de vie de leurs ancêtres. Cela me lie encore plus à cette terre. Cela me fait sentir davantage qu'ils étaient mes ancêtres. Et je me demande, à quoi pensaient-ils il y a 11 000 ans, lorsqu'ils taillaient ces pointes de lance? Les pointes de lance font partie d'un imposant trésor archéologique qui révèle l'histoire d'un peuple structuré, discipliné, qui ne se laisse pas abattre et possède une forte spiritualité, soudainement assaillie par toutes les vicissitudes de l'homme moderne, la guerre, la maladie et la trahison. Voici l'histoire des Wabanaki, peuple de l'aurore. Il y a 400 ans, les Européens se sont établis dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Mais il y a plus de 6000 ans, les Mi'kmaq étaient installés sur les berges de cette rivière et façonnaient des pointes de lance meurtrières en quartz, destinées à la pêche et à la chasse. Il y a 6000 ans, avant Jésus-Christ, avant l'Empire romain, avant Alexandre le Grand. En Europe, c'était l'âge de la pierre. Et voici la vie des Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Des artefacts admirablement préservés du passage du temps. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est le peu de choses que nous savons des peuples qui ont accueilli les Européens sur ces berges, ainsi que le prix qu'ils ont payé pour cette hospitalité. La rivière Mersey, cours d'eau qui irrigue une grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, depuis le cœur du parc national Kejimkujik, vers le sud jusqu'à l'Atlantique et à la ville de Liverpool, vers le nord jusqu'aux fortes marées de la baie de Fundy et au reste de Turtle Island ou de l'Amérique continentale. Don Julian, historien des Mi'kmaq. Les Mi'kmaq étaient un peuple maritime. Nous pratiquions surtout la pêche. Nous passions 80 de notre année à pêcher. Le reste du temps, nous nous adonnions à la chasse, en vue de fabriquer nos propres vêtements. Je veux dire, nous n'avions pas le type de vêtements d'aujourd'hui. Nous portions des peaux de bêtes, alors la chasse était C'était plutôt pendant les mois d'hiver. La puissante rivière Mersey est devenue un élément important de la production d'énergie électrique dans cette province. En 1929, on construit le premier de 6 barrages et centrales d'énergie électrique sur cette rivière. C'est grâce à l'inondation subséquente de centaines d'acres de terre que les vestiges de la présence séculaire des Mi'kmaq ont été recouverts et préservés. En 2004, on a fait appel à des archéologues pour fouiller et étudier la région, faire la collecte d'artefacts et les cataloguer. Ce qu'ils ont trouvé est unique en son genre, pour plusieurs raisons. Quand nous avons entrepris les travaux pour la Nova Scotia Power, nous nous attendions à trouver un certain nombre de sites entre le lac Rossignol et la côte de l'Atlantique. Mais ce à quoi nous n'étions pas préparés, c'est la richesse de ces sites, la quantité de matériel que nous y avons trouvé.
l'étendue de ces sites, l'un des plus importants établissements Mi'kmaq de la province. Lorsque la Nova Scotia Power a décidé d'assécher la voie navigable pour effectuer des réparations essentielles aux desservoirs, aux barrages et aux turbines à l'été 2004, en collaboration avec le Musée de la Nouvelle-Écosse, les représentants de ces deux institutions ont présumé que si l'histoire locale était exacte, on trouverait des vestiges de siècles de présence Mi'kmaq sur cette rivière. D'une façon remarquable, l'eau a dissous et emporté une bonne partie des fibres organiques, la terre, le bois et la matière. Des siècles de vie et d'artefacts en pierre ont ainsi été mis au jour. Une mine de vestiges des campements de chasse et de pêche qui ont prospéré pendant des milliers d'années. Ces fascines en pierre ne constituent qu'une partie des trésors laissés à découvert par la décrue des eaux. Alors, ce que nous avons vu des Mi'kmaq qui pêchent actuellement l'anguille dans la rivière nous a permis de remonter de 2 générations et de trouver des traces de la pêche à l'anguille dans cette rivière, juste avant la construction des barrages, puis de remonter à des milliers d'années plus loin et de constater le continuum dans les activités Mi'kmaq, l'exploitation des ressources de la rivière Mersey pour les Mi'kmaq. Début octobre, la rivière Mersey est gonflée par juste assez de pluie pour faire migrer les anguilles en aval vers l'Atlantique et en direction de la mer des Sargasses. Il s'agit d'un voyage biologique qui se répète depuis que les Mi'kmaq pêchent ici. Danny Francis a passé sa vie ici. Il a appris cela de son père et de son grand-père. Eh bien, il faut s'installer en eau, préparer son matériel, ses planches, parce qu'il faut composer avec les pluies et la profondeur de l'eau. Habituellement, on s'installe en eau et on pêche jusqu'en octobre. Le dernier quart de lune est la plus grosse période. Il faut alors rester debout toute la nuit et surveiller ses nasses. On a trouvé environ 33 fascines de la rivière Mersey. Comme vous pouvez le voir, un couloir de pierre attire les anguilles vers un point central, où elles sont capturées dans un panier. Les archéologues estiment que la construction de cette structure remonte à quelques 4000 ans. Songez à une technologie et un système de cet âge qui seraient encore utilisés aujourd'hui. Cette fascine a probablement été utilisée quelque part entre il y a 3000 ans et des temps immémoriaux. Ce qui nous permet d'affirmer cela, c'est que les types d'artefacts que nous trouvons à la surface de ce site ont été datés par association avec un type particulier de fascine. Cette fascine semble être ce que nous définissons comme une fascine d'estuaire riverain en amont, probablement utilisée pour capturer du saumon. Le but de cette fascine était de piéger le poisson pour le capturer à des fins ultérieures pour certaines parties des populations qui ont vécu ici, sur la rivière Mersey. Quand on capture les anguilles qui s'y aventurent pendant la pluie, et à mesure que l'eau monte, on relève l'épuisette pour attraper les anguilles. Mais il y a 2 couloirs par où les faire passer. Et elles entrent dans l'épuisette, puis on les jette dans la cage à trappe. C'est tout ce qui se passe. Je songe à mon passé et à... Eh bien, c'est un moyen de subsistance disparu qui ne sera jamais remplacé. Il est normal qu'un site archéologique recèle de 10 à 12 artefacts. Peut-être, dans les fouilles plus concentrées, de 2000 à 3000. Mais sur ce tronçon de 20 km le long de la rivière Mersey, sur le site de quelques 70 campements, plus de 20 000 artefacts ont été recueillis et inventoriés. Voici certaines des pièces les plus spectaculaires extraites de la rivière. Une herminette âgée de 3500 à 5000 ans. Cette pointe de flèche en quartz, délicatement taillée, qui a environ 2000 ans. Une pointe de lance au dessin très recherché et qui a de 4000 à 5000 ans. Ce couperet d'ardoise polie qui a quelques 4000 ans. Et un morceau de poterie que son dessin permet de dater à environ 2000 ans. Mais comment un morceau de pierre lisse ou un éclat de quartz peuvent-ils nous révéler quoi que ce soit? Et plus précisément, comment est-ce possible de les dater? C'est aussi vrai pour les différents types d'outils en pierre adoucie ou en pierre taillée que nous trouvons. Ainsi, différentes techniques et méthodes de fabrication, différents matériaux, différentes formes appartiennent à des périodes différentes.
Ce sont donc les typologies élaborées qui nous permettent de déterminer si un objet a 1000 ans ou, ce qui nous a réjouis, s'il peut avoir plus de 8000 ans. Il s'agit de science, de technologie et de travail de détective. Recherche, comparaison et estimation éclairée. Mais, en fin de compte, il s'agit d'être là pour connaître l'enthousiasme de la découverte. Une autre pièce de choix, probablement la plus précieuse et la plus recherchée du projet. C'était de la très belle ardoise, une tête de harpon en ardoise polie. C'était tellement bien fait. Elle témoignait de tant d'habileté. Les détails étaient si fins que ce n'est que lorsque j'ai pu me pencher pour la ramasser et l'examiner que j'ai pu dire « Vraiment, cette tête de harpon en ardoise polie, vieille de 3000 ou 4000 ans, est bien là, à mes pieds, à la surface du sol. C'est passionnant. » Et à la fin de la journée, l'équipe s'est tout simplement réunie ici. Personne ne voulait partir parce qu'il restait du littoral à parcourir et d'autres sites à fouiller. Mais j'ai dû leur dire clairement que ce qu'ils avaient vécu ce jour-là est en raison de la nature particulière de nos sites ici en Nouvelle-Écosse, qu'il s'agissait d'un événement exceptionnel et qu'il s'écoulerait bien des années au cours de leur carrière avant qu'ils ne découvrent des vestiges aussi remarquables et importants. Lisa Francis est une Mi'kmaq de la réserve Punhook, qui fait partie de la Première Nation Acadia. Son histoire n'est pas inhabituelle. Elle a grandi à l'extérieur de la réserve, mais elle a toujours su qu'elle était Mi'kmaq. On lui en a appris la culture et elle a passé de nombreux étés heureux avec ses grands-parents. Son travail d'agent de développement économique pour la bande Acadia l'a mise en contact direct avec le projet de la rivière Mersey. J'ai consacré beaucoup de temps les week-ends à visiter différents sites qui avaient été découverts et particulièrement les fascines que vous voyez et leur structure. Et peut-être qu'un de mes ancêtres a construit cela et décidé de la façon de s'en servir. Je me suis sentie davantage chez moi que pendant mon enfance parce que j'ai grandi dans une communauté non autochtone les premières années. Puis je suis déménagée dans la réserve à l'âge de 11 ans. Alors, je n'ai pas grandi avec ce lien spirituel ou culturel. Et je pense que le fait d'avoir suivi tout ce processus cet été m'a rapproché des miens. Pour de plus en plus de gens, l'archéologie est un important outil politique dans la lutte pour obtenir la reconnaissance et la légitimité. Quand on prend conscience du fait que les Mi'kmaq n'avaient pas le droit de pratiquer leurs croyances ou de vivre leur culture pendant tant d'années à des fins coloniales d'assimilation, on constate l'importance de ces artefacts pour les Mi'kmaq aujourd'hui. Je me tenais là et j'ai pris du recul pour songer à ce qu'ils avaient peut-être fait et où ils avaient peut-être établi leur campement et au cours d'eau où ils ont peut-être pêché. Et c'était vraiment incroyable de voir ça, vous savez, de s'imaginer ce que c'était il y a 3000 ans par rapport à aujourd'hui. Des gens pleins de ressources et habiles qui ont fait de cette terre leur chez-soi pendant des milliers d'années. Mais qui étaient exactement les habitants du réseau de la rivière Mersey? D'après les évidences archéologiques, cet établissement remonte à 11 000 ans. Aujourd'hui, les Mi'kmaq font partie de la Confédération de Wabanaki. La Confédération de Wabanaki regroupe plusieurs tribus en Nouvelle-Angleterre et 2 nations au Nouveau-Brunswick. Les Pescomodis, les Penobscots, les Abénakis, les Malécites et les Mi'kmaq forment la Confédération de Wabanaki. Nous avons mis en place plusieurs protocoles, plusieurs ententes et nous avons tenu plusieurs réunions. Le territoire Mi'kmaq comptait 7 districts, chacun doté d'un chef de district. Nous avions plusieurs districts différents. L'île du Cap-Breton était appelée Unamagi et avait son propre chef de district. L'un d'eux était Pictou-Kahibigwik. Pictou, le comté de Pictou. Le comté de Pictou et d'Antigonish et l'île du Prince-Édouard. Abegweit était l'étendue de terre qui s'avance dans la mer. Elle avait son propre district. L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui est le comté de Colchester. Le comté de Colchester-Hants et une partie du comté de Halifax s'appelait Sabignigadi, la terre recouverte de moutarde des oiseaux. Il avait son propre chef de district.
Gesbowet constituait l'autre partie du territoire. Les zones occidentales de la Nouvelle-Écosse, disons de Lunenburg à New Minas, la zone occidentale de cette région s'appelait Gesbowet. Et il y avait Sinigweg, qui englobe la partie centrale du comté de Cumberland et certaines régions du Nouveau-Brunswick. On y trouvait des fauns, des chevreuils et leurs petits. C'était vraiment une belle région, en raison des eaux salées et des zones marécageuses. La Confédération de Wabanaki était gouvernée par un grand conseil traditionnel dirigé par un grand chef. Abattus qui agissait comme détenteur de traités, d'historiens et de grands capitaines qui donnaient des conseils sur les affaires politiques. Le conseil des capitaines représentant toutes les régions géographiques était nommé à vie. Ce conseil déterminait les endroits où les familles pouvaient chasser, pêcher ou établir un campement. D'après les estimations, quelques 100 000 Autochtones vivaient dans la région, et c'est le peuple Gisbewit qui habitait et parcourait la région de la rivière Mersey. C'est la terre qui nous faisait vivre. Nos vêtements, notre nourriture, tout dépendait de la terre. D'après notre système de croyance, nous ne faisons qu'un avec la nature. Et nous n'étions ni meilleurs ni pires que tout le reste dans cette grande création. Alors, une fois de plus, l'archéologie confirme les enseignements et l'histoire orale des Autochtones de la région. Et de plus en plus des archéologues autochtones apportent un point de vue autochtone à ce travail. En tant qu'archéologue Mi'kmaq, on se sent très humble. C'est très gratifiant en tant qu'archéologue de venir voir des lieux où ils auraient habité, des lieux où ils auraient puisé des ressources il y a très, très longtemps. Roger Lewis s'est intéressé à l'archéologie à un âge mûr. Il est né dans la réserve de Shubenacadie, dans une famille qui comptait 6 autres enfants. Une carrière de 5 années dans la GRC l'a amené à Regina, puis dans des détachements en Nouvelle-Écosse. Mais il sentait qu'il devait fournir un apport personnel à sa culture. Il était attiré par les histoires de ses ancêtres et par l'archéologie. Avant mes études supérieures, j'ai eu l'occasion de pêcher en amont de la rivière Mersey. Et pendant que je pêchais, j'ai traversé la rivière et j'ai découvert que, depuis la berge, je pouvais atteindre le milieu de la rivière. Puis, j'ai remarqué que je me tenais sur une fascine en V. Et c'est cette sensation ou ce moment qui a suscité mon grand intérêt pour les structures des fascines, constitue une mine d'informations. Et mon travail me permettait au moins de fournir un apport à l'archéologie. Le diplôme en archéologie qu'il a obtenu à l'Université Memorial lui a permis de devenir archéologue en recherche pour la Mi'kmaq Rights Initiative. Il travaille à la plupart des sites Mi'kmaq. Je retourne parler à des aînés, par exemple à l'île du Cap-Breton, où ils se rappellent avoir passé l'été, ou bien établi leur campement de pêche. Et les renseignements que j'obtiens d'eux permettent d'authentifier certains de ces sites d'activité pré-européennes. Alors, pour moi, ces histoires sont reliées à l'emplacement et en certifient l'existence. Nous savons que notre peuple a vécu ici, à Kijimkujik, pendant de 4500 à 5000 ans. On peut voir un canot et 2 silhouettes et devant une baleine. Chaque culture est particulière ou unique en son genre, et pour vraiment y comprendre quelque chose, il faut rencontrer les gens de cette culture. Ça change beaucoup les choses. Pendant des années, la société s'est méfiée de l'histoire orale des Mi'kmaq et l'a même perçue avec mépris. Qu'est-ce qui est un fait? De la fiction ou une légende? Sans l'histoire écrite, comment établir une distinction entre la croyance et les faits? De plus en plus de ces histoires orales sont corroborées par les évidences archéologiques. Et elles diffèrent beaucoup du concept traditionnel selon lequel l'Amérique a été découverte par des explorateurs européens. Bruce Stewart. Tout le concept de Nouveau Monde est très eurocentrique. Ce sont les Européens qui ont découvert l'Amérique, sauf que les peuples qui habitaient ici ne se sont jamais rendus compte qu'ils l'avaient perdu.
Il faut reconnaître qu'il y avait un certain raffinement ici, même s'il se distinguait de celui de l'Europe. Les gens aimaient, se préoccupaient les uns des autres, faisaient des sacrifices pour les autres. Ils avaient des familles, ils faisaient du commerce. There is a second part of a vision here that was relayed to me by my grandfather. C'est une question de point de vue européen. Il suffit d'un léger changement pour commencer à penser à l'Amérique du Nord en adoptant un peu le point de vue autochtone sur l'histoire, la culture et la façon de voir les choses. La compréhension de l'histoire et de ce qui s'est passé repose en grande partie sur notre compréhension du lieu où nous vivons et de la Nouvelle-Écosse et tout cela. Et je crois que nous sommes tous plus riches de savoir cela. Née à Boston, Leah Rosenmeyer a fait ses études d'archéologie à la Tufts and Brown University. Elle travaille pour la Confederacy of Mainland Mi'kmaq à un autre important site archéologique situé à DeBert. Elle a changé son point de vue. Chaque petit village de la Nouvelle-Écosse a été établi en 16 quelque chose, 1700 quelque chose, 1800 quelque chose. Eh bien, DeBert devrait avoir une plaque disant « établi il y a 13 000 ans ». Et la Nouvelle-Écosse devrait avoir une plaque disant « établi il y a 13 000 ans ». Alors, pourquoi l'établissement de certaines personnes est plus important que celui d'autres personnes? En fait, on peut soutenir que l'établissement du peuple Mi'kmaq, il y a plus de 13 000 ans, est beaucoup plus important, vu la longueur de la période où ce peuple a vécu ici, que les 200 ou 300 ans où les Européens. DeBert est important parce que c'est le plus vieux site d'activité humaine dans la province et que c'est une pièce du grand casse-tête que nous essayons d'assembler concernant l'utilisation des terres et des ressources et l'occupation. Et je pense qu'il est important de pouvoir relier entre eux les éléments d'il y a 750 ans, de façon à établir l'âge de ce site. Et c'est important pour les Autochtones pour des raisons de continuité. Peut-être cela vient-il du fait d'avoir étudié ces anciens artefacts et d'avoir un lien puissant avec le passé de la Nouvelle-Écosse. Peut-être c'est tout simplement que le moment est venu. Le monde entier a changé à la signature de la loi constitutionnelle de 1982. Auparavant, qui connaissait l'importance des traités? John Leaf est un politique de longue date. Il est actuellement maire de la région de Queens en Nouvelle-Écosse. Pour lui, tout a changé en 1982. Un gouvernement du Canada élu, avec l'appui du Parlement du Canada, a pris la décision d'adopter la loi constitutionnelle de façon que les traités soient reconnus dans la Constitution canadienne. Et cela a totalement changé le monde dans lequel nous vivons. Et ceux qui disent qu'ils auraient aimé que les choses restent comme avant, eh bien, oubliez ça. Ce n'est plus comme avant et ce ne le sera plus jamais comme dans l'ancien temps. Les traités ont été élevés à un très haut niveau dans la loi canadienne. Une fois que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision, nous sommes alors tous obligés, quelle que soit notre opinion, d'agir conformément à la loi. Nous avons traversé bien des épreuves en tant que Mi'kmaq et nous ne demandons pas aux gens de nous prendre en pitié. Nous voulons simplement que les gens nous comprennent, qu'ils apprécient la richesse de notre histoire, parce que nous avons beaucoup apporté au Canada et même à la province de la Nouvelle-Écosse, la manière de vivre sur ce territoire. Je veux dire que nous avons besoin de la compréhension de nos frères et sœurs qui vivent à côté de nos réserves.
so hard.